Wesley, qu'est-ce donc que c'est que ça? Stay in the fucking bus. Finalement, est-ce que la régularité, est-ce que ça mène toujours au succès selon toi? Ouais, je voulais te poser la question, mais tu me la poses. J'étais mal pendant des jours et des jours, quoi. Tous les jours de ce stage, à me lever à 5 heures du matin pour y aller. Là, les pneus du bus étaient crevés, là. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. Bienvenue dans Systemator, le podcast des mecs qui vous parlent de rester dans le bus alors qu'ils préfèrent marcher. C'est Seb de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, comment ça va? Ça va très bien. 5e épisode et aujourd'hui on va vous parler de transport en commun. Alors c'est parti. Avant toute chose, comme d'habitude, si vous ne l'avez pas fait encore, vous pouvez encore vous faire pardonner et mettre une évaluation positive sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça va vraiment nous permettre de continuer ce podcast. C'est une expérimentation, je vous le rappelle. Donc, si ça vous plaît, si vous avez envie que Systemator continue, si vous aimez notre présence toutes les semaines, tous les lundis, nous serons vraiment très, très reconnaissants d'aller mettre un avis sur la plateforme que vous utilisez, notamment sur Apple Podcast. Voilà. Aujourd'hui, on va développer une théorie qui permet en fait d'avoir cette idée de créer une œuvre unique qui a du sens pour soi. Et c'est cette théorie de pourquoi rester dans le bus. Et on va vous parler de ça dans les minutes qui arrivent. Alors aujourd'hui, on va parler de la théorie de la station de bus d'Helsinki. Wesley, qu'est-ce donc que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est Kesako? C'est un article que j'ai lu en anglais il y a quelques mois, qui m'a énormément inspiré et qui a eu un gros impact sur moi, qui s'appelle The Helsinki Bus Station Theory. Effectivement, la théorie de la station de bus d'Helsinki. Et cet article a été écrit par un auteur qui s'appelle James Clear, qui écrit beaucoup sur notamment les habitudes. Il a sorti son premier livre récemment. Et dans cet article, il parle d'un discours qui a été prononcé par un photographe américain né en Finlande qui s'appelle Arno Raphael Minkinen. Et donc, il se base sur ce discours-là pour écrire cet article. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que ce photographe finlandais, américain, il a prononcé un discours devant les étudiants d'une université de la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'était des étudiants en photographie, c'était en 2004. Et il a partagé avec eux une théorie qui, selon lui, fait la différence entre échec et succès dans la vie, et particulièrement pour les créatifs, et en l'occurrence, là, les photographes. Et le parallèle qu'il fait, c'est le parallèle entre la carrière d'un artiste, d'un créatif, et la station de bus d'Helsinki et les différents arrêts tout autour. À Helsinki, il y a une grande station en plein centre-ville avec de nombreuses plateformes et plusieurs bus qui y passent. Il y en a 5 ou 6 lignes. Et métaphoriquement, ce que Minkinen explique, c'est que chaque arrêt de bus représente une année dans la vie d'un photographe ou d'un artiste. Et par exemple, si vous prenez le bus 21 et qu'on va vous parler du travail d'un autre artiste qui a du succès, qui lui était monté dans le bus 71 ou 58, vous allez avoir tendance à penser qu'il fallait prendre le bus 71 ou le bus 58. Parce que vous vous dites, OK, ces artistes ont un temps d'avance sur moi, ils ont fait la même chose que moi, que ce que j'ai fait ces dernières années. Donc pourquoi je ne monterais pas plutôt dans leur bus? Comme ça, je suis sûr de faire quelque chose qui a du sens et qui va marcher. Et donc, encore une fois, métaphoriquement, on a tendance à descendre du bus et à prendre un taxi, comme il le dit dans l'article, pour retourner à la plateforme, à l'échangeur, afin de monter dans un autre bus. Sébastien et moi, en l'occurrence, comme on l'a dit, on va marcher, nous. Et
Minkinen, à ce moment-là, il demande aux étudiants en photographie qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là. Et bien, sa réponse, elle est simple et sans appel. Restez dans le bus. Stay in the fucking bus, comme il dit. Parce que tout comme les itinéraires des bus, les parcours des artistes et des créatifs peuvent suivre la même route au début. C'est-à-dire que concrètement, on va apprendre la photographie, ou on va apprendre à utiliser un logiciel musical, ou un logiciel de montage vidéo. Et les bases sont les mêmes pour tous. Donc, on est là pour l'instant, on suit les premiers arrêts qui sont en commun, qui sont en commun avec tous les autres bus. Et donc, on a l'impression d'aller nulle part. On se dit, OK, mais est-ce que je suis dans le bon bus? Pour l'instant, je ne me différencie pas. Où est-ce que je vais? Sauf qu'au bout d'un moment, eh bien, les bus commencent à se séparer pour sortir de la ville, ou en tout cas pour sortir du centre-ville. Il y en a un qui va prendre la direction nord-ouest, l'autre qui va partir au sud-est, et ainsi de suite. Et c'est cette séparation-là qui fait toute la différence, comme le dit Minkinen. Et c'est comme cela qu'on crée sa patte sur le long terme et qu'on va la peaufiner. Voilà déjà pour la première partie de cet article. J'aimerais savoir, Seb, ce que tu en penses. Toi, tu l'as lu également. Mais je trouve que ça a énormément de sens de parler de ça. Ça paraît évident, mais on a tendance à s'impatienter quand on suit un parcours, notamment dans tout ce qui est artistique et créatif, parce qu'on a envie que ça marche tout de suite et on a envie de faire exactement comme les autres, plutôt que de suivre sa route. Ouais, effectivement, ça fait beaucoup de sens, cet article. Je pense que ça résonnera pas mal avec les auditeurs aussi. C'est ce côté un petit peu où tout a l'air intéressant à tester, tout a l'air intéressant à faire, et tu te poses toujours la question, ah, est-ce que j'ai pris la bonne décision pour ma carrière? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Et le truc, c'est que tu te rends compte que les gens qui ont une grande carrière, bah ouais, ça fait des années qu'ils font ce qu'ils font, ça fait des années qu'ils travaillent, qu'ils triment pour avoir des résultats, les résultats qu'ils ont aujourd'hui en fait. Et c'est justement ce côté un petit peu de rester un petit peu focus qui permet d'avoir des résultats. Mais moi, le truc que j'ai vécu un peu personnellement là-dessus, c'est plus au niveau, OK, qu'est-ce qu'il faut faire dans un ensemble? Mais en termes de compétences, par contre, j'avais tendance à essayer à m'éparpiller pas mal. Donc je vais développer un petit peu. L'idée, c'est qu'en gros, j'adore apprendre de nouvelles choses, et j'ai été pendant un moment assez, et je suis encore d'ailleurs, je pense, assez boulimique d'informations presque, tu vois? Genre j'ai besoin de me former, j'ai besoin d'apprendre des choses, et presque aujourd'hui, acheter des cours en ligne, par exemple, ouais, c'est comme si, je sais pas, j'achetais, que je regardais un film ou autre en fait. C'est que ça me permet d'apprendre des choses, de réfléchir, de faire des connexions avec d'autres idées, et il y a un peu ce truc-là où j'ai l'impression que mes compétences se développent, et puis après évidemment il y a la pratique. Mais en fait, dans un projet, tu peux utiliser toutes ces compétences-là en fait. Et le problème, je pense, c'est pas tellement à ce niveau-là, c'est plus au niveau de ouais, où est-ce que tu veux aller? À quoi ressemble ta carrière, une fois qu'elle est finie? Et où est-ce que tu vas vraiment exceller? Dans quel domaine tu vas vraiment exceller là-dessus? Et je trouve que du coup, cet article effectivement fait pas mal de sens là-dessus, quoi. Ouais, on ne peut pas être monter sur toutes les lignes de bus en même temps. Et effectivement, lorsqu'on monte dans le bus 71, 21, 58 ou peu importe, on fait un choix et on se dit je m'y tiens. Et je pense que quitte à changer de bus, bah, autant le faire au début. Au début, c'est un peu Ouais, normal c'est de ça. vouloir expérimenter. Je pense que j'en suis passé par là aussi, notamment avec la musique. Voilà, j'ai cherché pendant longtemps ma patte. Je suis à peine en train de commencer à la trouver. En train de commencer à la trouver. Mais ce qui est marrant, et je peux donner là un retour d'expérience concret, c'est que dès mes tout premiers morceaux, alors peut-être pas les tout premiers, parce que c'était vraiment, j'expérimentais, je savais même pas comment utiliser le logiciel de composition que j'utilise, Pro Tools. Mais on va dire après peut-être 2 ans, quand je commençais à peu près à me débrouiller, donc ça remonte à 2011 ou 2012, un des premiers morceaux que j'ai fait, et le premier qui est sorti officiellement, avait cette patte, forcément c'était de la musique électronique, mais avait cette patte Moyen-Orient.
tu vois, cette patte un peu égyptienne. Mhm. Et aujourd'hui, la niche que j'ai envie de viser, c'est des gens qui sont intéressés par la musique électronique et la musique, les musiques du monde. Et plus Ouais. spécifiquement, afro-caribéenne et Moyen-Orient. Et finalement, cette patte-là, ou en tout cas cette envie de développer cette patte, je l'ai depuis le début. Donc, le conseil concret que je pourrais donner, c'est reprenez, vous qui nous écoutez, si vous voulez savoir quelle est votre destinée, peut-être revenez aux origines et demandez-vous ce qui vous a toujours fait vibrer et ce pourquoi vous avez ce vers quoi vous tendez naturellement. C'est pas forcément la réponse universelle, mais encore une fois, en regardant dans le rétroviseur de mon bus à moi, j'ai constaté que il y avait ça dès le début. Voilà, je sais pas si toi ça te l'a fait, Seb, Ouais. avec ton parcours pluriel, de passer voilà de la vente, enfin de la vidéo à la vente, animer des chaînes des web TV de jeux vidéo. Ouais, Est-ce oui, que finalement effectivement. on retombe pas sur nos pattes au bout d'un moment? Bah, au final, si, parce qu'il y a une discipline qui est connexe à toute ma vie, c'est la vidéo, en fait. Moi, j'ai commencé la vidéo avec ma sœur. On avait une énorme caméra où tu mettais des cassettes dedans, tu vois, et tu avais un bouton avec marqué fondu dessus. Tu appuyais dessus, ça faisait un fondu. Enfin, c'était terrible. C'est genre un truc qui est totalement absurde aujourd'hui. Tu verras jamais ce genre de fonction sur une caméra. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi toute ma vie, en fait. J'ai fait. Sur Internet, je fais des vidéos depuis 2007. Je fais partie, je pense, des plus anciens à faire des vidéos sur le net, entre guillemets. En tout cas, de ma génération, hein, j'entends. Oui, ça veut dire que tu Et avais 13 ans à l'époque, quoi. ouais, c'est ça, j'avais 13 ans, exactement. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai continué. Et finalement, j'ai eu du succès, en tout cas sur YouTube, depuis décembre. Donc récemment, j'ai une chaîne qui a vraiment bien fonctionné, qui s'appelle Hytale FR, Hytale FR. Et en fait, c'est une chaîne sur un jeu vidéo qui s'appelle Hytale, qui n'est pas encore sorti. Et avec des amis, on a monté la première communauté sur le jeu en France et la première chaîne YouTube sur le sujet. Et aujourd'hui, on a commencé du coup en décembre, mi-décembre. On est parti vraiment de zéro, donc personne ne nous connaissait, on n'avait aucune communauté de départ, on n'y a rien du tout. Et aujourd'hui, on est la première chaîne YouTube sur le sujet et on a, au mois de juin, alors on enregistre, 5300 personnes qui nous suivent. Par vidéo, on fait à peu près 5000, 6000 vues, donc ça veut dire qu'on est à peu près constant là-dessus. Et effectivement, il y a plein de gens qui sont en mode ah ouais, tout, vous gérez, c'est cool et tout ce que vous faites et tout. Ouais, mais en fait, ce que les gens voient pas non plus, c'est que ça fait 10 ans que j'essaye, ça fait 10 ans que j'investis. Je pense que j'ai fait plus d'un millier de vidéos depuis toute ma vie, quoi. Et j'ai que des résultats que maintenant. Parce que j'y suis pas parvenu avant, parce que j'ai peut-être manqué de constance, parce que quand je voyais pas des résultats, ça marchait pas. Et ça me fait penser à un concept, je crois que c'est Seth Godin qui a fait un livre dessus qui s'appelle le Deep. Tu sais, c'est un petit peu ce creux en fait que tu vas vivre. C'est-à-dire que quand tu te lances dans un projet, tu as cette excitation de départ. Tu sais, quand tu te dis, allez, c'est bon, je lance mon projet, je vais vivre de ma musique, je vais vivre de telle activité ou autre, tu as cette excitation où c'est grisant, quoi. Tu es en mode, ça y est, je le fais. Et puis, il va y avoir un creux assez terrible, où il va pas vraiment se passer grand-chose, où tu vas un petit peu tourner en rond et tu vas vraiment être dans le creux de la vague, quoi. Il va rien se passer. Et puis, au bout d'un moment, tu vas quand même t'accrocher, tu vas continuer. Et si tu arrives à survivre à ce creux-là, eh ben, tu vas remonter. Et c'est ça que Seth Godin, je crois, appelle le deep. Et il y a toujours ce moment de creux où tu sais que ça va être difficile. Et d'ailleurs, Deep DIP, je crois. Hein. ouais, DIP, c'est ça. Je sais pas si le livre est traduit en français, vous pouvez aller regarder sur Internet. Mais ça me fait penser que ce projet-là, Hytale FR, donc ce site et cette chaîne YouTube qui aujourd'hui cartonne dans son domaine, on l'a exactement pensé sur cette base-là. C'est-à-dire que j'ai dit à l'équipe avec qui j'ai monté le projet, je leur ai dit, bon écoutez, le jeu il n'est pas sorti, ça se trouve il va sortir, on a juste un trailer pour le moment, ça se trouve il va sortir dans un an. Ça va être très difficile parce qu'à un moment donné, les gens vont avoir un désintérêt sur le sujet puisque il va rien se passer pendant un petit moment en fait. Et donc le moment où il faudra survivre parce que ça sera le moment où il faudra s'accrocher parce que ça sera le moment le plus difficile, ça sera lors de ce creux-là, lors de ce désintérêt des gens.
et il faudra continuer malgré tout. Il faudra qu'on se serre les coudes pour continuer, et c'est après qu'on aura des vrais résultats. Et on s'attendait un petit peu à ça, on a eu un petit peu ce creux-là, mais finalement, vu qu'on l'avait anticipé, on l'a très bien vécu. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est assez marrant, c'est que nous, on surfe totalement sur la vague, on a des idées de contenu pour 3 mois, alors que nos concurrents, ils sont tous à la ramasse, ils sont tous dans ce creux terrible, et ils sont tous en train d'arrêter les uns les autres. Et donc, c'est assez intéressant comme concept, parce que si tu le prévois pas à l'avance, si tu n'en as pas conscience, bah, tu le vis en fait. Tu le vis sur le coup, et t'es pas préparé à ça. Et personne t'a dit que c'est normal, parce que c'est pas quelque chose qu'on t'apprend en fait. C'est un concept un peu étrange, mais en tout cas, si tu ne le sais pas, si on t'en a jamais parlé, si on te le partage pas, bah, tu le vis, et tu le vis mal, parce que tu sais pas à qui en parler, et tu sais pas s'il y a des gens qui vivent la même chose que toi. Bah, c'est sûr que c'est effectivement, comme tu le dis, on nous l'enseigne pas ou peu. Bah, je pense peut-être parce que les enseignants n'en ont pas conscience, et également que bah, c'est pas sexy, quoi. C'est cette fameuse traversée du désert, comme l'appellent certains. Et là, ce que vous êtes en train de faire, ou ce que vous avez fait avec Hightail, c'est justement vous munir de bouteilles d'eau et de gourdes et de provisions avant de traverser le désert. C'est Parce que ça. vous en étiez conscient, et vous êtes dit, OK, là, on va se préparer parce que ça risque d'être long. Euh, et je crois que on en passe tous par là, quoi. Lorsqu'on veut créer quelque chose, il y a cette période où on est un peu dans le flou, euh, dans le zig, dans le zag, et on a envie de... Ça me fait rire, cette expression. Et voilà, on pense que... Enfin, on a envie d'abandonner, quoi. Alors qu'il faut rester dans le bus, encore une fois. Et au final, tu vois, cette période-là, en l'ayant anticipée, en ayant conscience qu'elle allait avoir lieu, bah finalement, elle a été hyper furtive. Parce que bon, on a eu du succès aussi, c'est pas le cas de tout le monde, on a eu du succès rapidement sur le projet, mais peut-être qu'on ouais, on a galéré 1 mois, 2 mois. Après, c'est à ce moment-là, après qu'on a commencé à buzzer, qu'on a rattrapé tout le monde qui était parti avant nous. Donc voilà. Mais le fait de le savoir, justement, tu t'en prémunis, et c'est exactement cette préparation mentale, je pense, qui est très importante à faire, qui est pas forcément évidente à faire, parce que je pense que si c'est ton premier projet, bah c'est pareil. T'as beau savoir, faut quand même le vivre pour savoir un peu ce que c'est. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est un point intéressant. Tu avais autre chose dont tu voulais parler dans cet épisode, c'est finalement, est-ce que la régularité, bah, est-ce que ça mène toujours au succès selon toi? Ouais, je voulais te poser la question, mais tu me la poses. Alors, j'anticipe tout. Alors, on va la poser à nos auditeurs. Est-ce que, selon vous, la régularité mène forcément au succès? Eh bien, la réponse que Sébastien et moi vous donnons, et que surtout James Clear, auteur de cet article de blog, vous donne, c'est que non, la régularité ne mène pas immanquablement au succès. Parce que dans cette histoire des bus à Helsinki, bah, la maîtrise d'une discipline requiert certes de la régularité, hein, c'est ce que ça nous enseigne, mais pas seulement. Il y a un écrivain, je ne sais plus s'il est anglais ou américain, mais qui s'appelle Malcolm Gladwell, et il a une autre théorie, c'est celle des 10 000 heures. Tu en as peut-être déjà entendu parler, Seb, et vous aussi. Voilà, on devrait passer 10 000 heures à pratiquer une discipline de façon délibérée, ça c'est très important, de façon délibérée, on l'oublie, si on souhaite exceller dans cette discipline. Le truc, c'est que on oublie cette partie de la phrase, délibérée. Si on prend par exemple un élève ou un étudiant qui a passé 10 000 heures à étudier, même dans un domaine précis, un étudiant en université jusqu'en doctorat, ou un salarié qui a passé 10 000 heures au même poste. Alors j'ai calculé, ça correspond à peu près à 5-6 ans à raison de 35 heures par semaine. Ou encore une personne lambda qui pratique du sport régulièrement, qui en fait genre 10 heures par semaine depuis 20 ans. Pourquoi est-ce que ces personnes-là ne sont pas des top performers dans ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas partie de l'élite? Eh bien, la réponse, elle est simple. Ce n'est pas le work qui compte, ce n'est pas le travail, c'est le rework, comme le dit James Clear, c'est-à-dire la révision du travail. C'est ça qui va vraiment faire la différence. Les meilleurs étudiants, ce ne sont pas ceux qui lisent leurs leçons une fois et qui l'oublient ensuite, ce sont ceux qui la réapprennent, qui réapprennent les leçons et les concepts. Les employés de bureau lambda, si je peux dire,
ils vont écrire un mail une fois. Alors que les grands écrivains, comme Stephen King, ils vont réécrire leur chapitre encore et encore et encore. Et c'est la même chose pour les athlètes de haut niveau. D'ailleurs, Bruce Lee il y a une citation tirée de ce qu'il a dit un jour, qui est très intéressante. Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un seul coup 10 000 fois. Comment tu rebondirais là-dessus, toi, Seb? Est-ce que ça te parle? C'est une citation que j'utilise beaucoup dans les événements que j'anime, qui est très vraie en fait. C'est-à-dire que si vous faites 10 000 choses différentes, forcément vous aurez fait ces 10 000 choses une seule fois et vous aurez certes appris des bases, des fondamentaux qui peuvent vous servir. Je pense que c'est intéressant quand même, parce qu'on peut le dire quand même que apprendre des bases dans des domaines, ou en tout cas les connaître, avoir vraiment des connaissances hyper basiques dessus, c'est toujours intéressant, c'est toujours enrichissant, même pour travailler avec d'autres personnes ou autres. Enfin, dans tous les cas, ça vous apportera quelque chose. Maintenant, si vous voulez devenir bon dans un domaine, il faut le pratiquer, il faut être régulier dedans. Et j'ai un exemple de vie très clair là-dessus. L'anglais. Moi, l'anglais, c'était un sujet horrible pour moi parce que c'est des heures et des heures et des heures perdues dans ma vie où j'ai suivi des cours d'anglais à l'école et qui m'ont absolument rien apporté parce que là maintenant, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que je prends des cours toutes les semaines avec un professeur particulier. Entre le niveau que j'avais au tout début et le niveau que j'ai maintenant, je commence à peine à rattraper un peu le coup. Et je me dis, j'ai quand même passé 10 ans à l'école à faire des cours d'anglais pour un résultat comme si je n'avais jamais fait ça, en fait, tu vois. Et c'est exactement Ouais. cette idée-là. Et je le vis vraiment là-dessus. Et c'est une douleur parce que cet apprentissage de l'anglais était vraiment hyper douloureux. C'est pour ça que j'ai pris un prof aussi. C'est que tu as souvent les conseils un petit peu vite faits, qui sont les conseils à emporter et à chauffer, à réchauffer. C'est genre, ouais, mais regarde des séries en anglais, tu vois. Ça, t'es en mode, ouais, c'est sympa, les gars, mais quand je comprends pas 3 mots, ça va pas vraiment m'aider, quoi. Et j'essayais, tu vois, mais c'était pas ça qui allait me faire avoir un niveau. C'était le fait d'être régulier, de travailler, de comprendre la grammaire, la prononciation, le vocabulaire, quelqu'un qui m'explique ça, qui prenne le temps de faire ça. Et c'est ça aujourd'hui qui me permet d'avoir un petit niveau en anglais que j'aurais pas pu avoir autrement. C'est clair. Et ça nous indique que, effectivement, ces fameuses 10 000 heures, ou même moins de 10 000 heures, mais l'idée, c'est pas simplement de les absorber et de les suivre, c'est de les suivre dans un ordre spécifique et dans une direction spécifique et dans une sous-discipline spécifique éventuellement. Alors après, l'anglais, c'est peut-être plus général, même si en France, on a tendance à avoir des lacunes au niveau de la pratique orale. En général, on est plutôt pas mal formé à la grammaire, mais on a plus de mal à parler. Et pour en revenir effectivement à cet article, toujours sur Helsinki, on va rester un peu dans le froid. La conclusion de l'auteur, c'est que les créateurs qui descendent du bus après 3 ou 4 stops et qui montent dans un autre bus, en fin de compte, ils vont bien faire leurs 10 000 heures aussi. Mais ce qu'ils ne font pas, c'est ce fameux rework, cette fameuse révision. Parce qu'ils sont tellement occupés à sauter de ligne en ligne en espérant sortir des sentiers battus qu'ils en oublient l'essentiel, c'est rester dans le même bus pour affiner leurs pattes, quoi. Alors qu'en restant justement jusqu'au bout de la ligne, ils pourraient créer quelque chose d'unique et d'extraordinaire au sens littéral du terme. Vraiment qui sort de l'ordinaire parce qu'ils sont sortis des sentiers battus, parce qu'ils ont suivi leur propre voie. Ils ne se sont pas dit « Ok, je vais chercher un raccourci vers telle voie qui semble fonctionner pour un tel. » Donc ouais, c'est bien important de garder à l'esprit le mot « délibéré » lorsqu'on fait référence aux fameuses 10 000 heures de pratique. Moi, côté musique, je ne sais pas combien j'en suis. Je pense pas que j'en sois 10 000, mais je pense que j'en ai clairement plusieurs milliers depuis le temps que j'en fais. Et c'est vrai que je vois la différence entre lorsque je crée sans vraiment... Comment dire ? J'en ai parlé dans un épisode précédent, mais
quand j'ai ma toile blanche, enfin, là, en l'occurrence, c'est mes pistes vierges et que j'essaie des choses sans me prendre la tête. Et je pense que c'est nécessaire. Mais ensuite, je vois la différence entre lorsque je vais prendre une direction spécifique et me dire, OK, je vais travailler mon morceau et le tailler, l'affiner dans ce sens-là, par rapport à simplement tester des choses et, et avoir une attitude simplement de loisir vis-à-vis de ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est important de faire la différence entre je kiffe ce que je fais et c'est important si on veut, sur le long terme, pouvoir en vivre et que ce soit durable aussi en termes d'affinité avec notre pratique. C'est important, évidemment. Donc l'idée, c'est pas de se transformer en robot. Mais de l'autre côté, faut pas tomber dans je suis juste dans le plaisir, mais j'essaie pas d'évoluer, de progresser. Moi, parfois, voilà, j'ai pris du temps pour regarder des tutoriels et ça fait mal de se dire depuis tout ce temps que j'utilise ce logiciel ou tel outil, je ne savais même pas qu'on pouvait utiliser tel raccourci ou qu'on pouvait traiter l'audio de cette manière-là. Et c'est important de l'admettre, de se l'admettre et se dire ok, c'est toujours des bons points de prendre, enfin comment dire, de s'armer de nouvelles flèches, tu vois. Ouais, voilà, de continuer d'apprendre en fait. De nouvelles cordes à son arc. Ouais, exactement. Et de pas se dire, ok, c'est bon, je reste suffisant dans ce que je fais. Donc, continuer à apprendre, mais après, effectivement, apprendre des choses qui vont vraiment servir l'œuvre de notre vie ou notre carrière, en tout cas artistique. Donc, ouais, c'est un juste milieu à trouver. Hein. C'est un juste milieu. Ouais, mais tout à fait d'accord. En fait, il y a vraiment deux choses en fait que je retiens un petit peu de notre discussion aujourd'hui. C'est premièrement le fait de travailler de manière concentrée en fait. C'est-à-dire que il suffit pas juste de faire la même chose tous les jours. Il faut essayer de le faire mieux et de comprendre comment est-ce qu'on peut faire mieux. Et encore une fois, je dis essayer parce que dans les faits, tu peux pas tous les jours faire mieux. Enfin, les gens qui disent ça, c'est juste pas possible en fait. Tu peux pas être au top tous les jours. Mais essayer d'être un petit peu dans cette idée-là que quand on travaille, on y met l'énergie pour avoir des meilleurs résultats, pour se concentrer, pour comprendre ce qu'on fait, pour savoir à peu près où on va. C'est pas facile à faire, je pense, au début, parce qu'au début, tu as toute cette phase où tu t'explores en fait. Et d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, j'avais pas rebondi dessus à ce moment-là, mais c'est vrai que le début, c'est génial pour la phase d'exploration. Il faut explorer, je pense qu'au tout début, c'est indispensable. Voilà, au tout début, il faut que tu prennes tous les bus, quoi. Parce que sinon, tu peux pas vraiment savoir ce que tu veux. Et certes, tu vas perdre un peu de temps, mais au moins, tu sauras ce que tu veux pas. Moi, par exemple, j'ai fait un stage un jour en grande surface et c'était terrible, quoi. J'étais mal pendant des jours et des jours, quoi. Tous les jours de ce stage, à me lever à 5h du matin pour y aller. Et je respecte énormément les gens qui font ça. Là, les pneus du bus étaient crevés, là. Ah là, mais il n'y avait même pas de bus, quoi, qui passait. Mais tu vois, c'était terrible. Et ça m'a fait comprendre que non, je ne voulais pas continuer les études dans ce domaine-là parce que, j'allais prendre le diplôme et puis à plus, quoi. Pas question que je continue pour... plus dans le bus, comme on dit. Exactement. Et donc, du coup, ouais, ce côté exploration important, puis après, choisir le bus et la destination que tu veux atteindre. Et voilà, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que ça fera l'objet d'un épisode, un de ces quatre, mais c'est vraiment cette idée de comparaison. C'est très facile, en fait, de se comparer aux autres et justement se laisser influencer par les autres. On en parlait dans l'épisode sur le bruit ambiant, en fait. Mais moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai eu beaucoup de mal. Aujourd'hui, en ce moment, au moment en tout cas on enregistre, parce que c'est pas constant, mais aujourd'hui j'ai moins de mal là-dessus. Mais c'est vrai que quand je commence à regarder ce que font les autres à droite à gauche et autres, j'ai tendance à me comparer, à me dire ah ouais, mais peut-être que c'est lui qui a raison, peut-être que c'est moi qui me trompe. Son projet a l'air mieux, ça a l'air de bien fonctionner. Et c'était Oussama Hamar, je crois, qui disait ça, qui disait qu'en gros, il faut pas que tu compares ton arrière-boutique avec sa devanture, en quelque sorte. Exactement. Donc l'idée en gros de tout le monde essaie de bien se vendre, de bien se faire voir évidemment, quoi, parce que ça, c'est pas attirant de montrer qu'on galère ou autre. Et c'est un peu le but de ce podcast aussi, c'est de parler un peu des choses qui sont peut-être moins sexy, mais qui sont notre quotidien en fait, et qui font partie de la vie. Les fameux rouages de la machine, un Systémator, il y a la notion de système et d'être bien organisé, mais il y a aussi la notion de vraiment soulever le capot et voir ce qu'il y a en dessous, voir comment la machine est
est foutu. Voilà. Comment l'entretien. Pas seulement la carrosserie, exactement. Mmh. Exactement. Voilà. Et alors, la fameuse question à 1 million que je pose aux auditeurs de ce podcast, c'est dans quel bus voulez-vous monter et passer du temps peut-être pas forcément le reste de votre vie, mais ça, c'est la question. Je ne sais pas si elle vaut 1 million, mais en tout cas, qui va faire la différence. Une question qui va faire la différence. Elle peut valoir à 1 million, mais dans tous les cas, si pour le moment vous n'avez pas la réponse à cette question, bah, je peux vous conseiller, moi, une ligne de bus. C'est la ligne des évaluations sur la plateforme de podcast que vous utilisez, puisque vous sauverez Systemator. Donc, et après, vous pourrez choisir votre bus sans aucun problème. Mais dans ce cas-là, mettez une petite évaluation de votre choix, hein, si ça vous a plu, si c'est un sujet qui vous intéresse, puisque c'est sur ces informations-là qu'on va continuer ou non Systemator. Donc, voilà, important. Du coup, comment on appelle le nom de cette ligne ? J'ai adoré ta transition. Elle était géniale. Mais en plus, bon, on l'a coupé, du coup, on l'aura coupé au montage, mais en plus, je me suis foiré. Du coup, j'étais deg. J'ai ma blague qui a capoté en même temps et tout, donc c'était terrible. Mais c'était pas grave. Et sur ce, nous allons passer au truc de la semaine. Alors, sur ce, Wesley, quel est ton truc de la semaine ? Eh bien, mon truc de la semaine, cher Sébastien, c'est un jeu de cartes auquel j'ai participé récemment. Auquel tu as joué ou auquel tu as participé ? À Lisbonne. C'est bizarre. J'ai participé. C'est pas un jeu de cartes dans le sens traditionnel du terme. Ce sont simplement des questions, des cartes avec une question différente sur chaque carte. Et le concept derrière ça, c'est d'apprendre à mieux se connaître lorsqu'on est expat ou digital nomade ou qu'on on voyage beaucoup et qu'on rencontre de nouvelles personnes. Parce que les créateurs de ce jeu-là, ils sont en train de le développer et derrière, il y a toute une idée de proposer des retraites pour les digital nomades, c'est-à-dire se retrouver pendant une semaine et faire des activités ensemble, jouer notamment à ce jeu et aussi bosser, chacun sur ses projets, mais avancer tous ensemble. Le constat qui a été fait, c'est que les discussions à des événements type meet-up restent très en surface et les questions sont hyper récurrentes. Typiquement, c'est Where do you come from ? D'où viens-tu ? Ou What's your name ? What do you do ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu t'appelles ? C'est à peu près les seuls auxquels je savais répondre à l'époque où j'étais à Lisbonne, d'ailleurs. Donc moi, ça m'allait. C'est-à-dire que voilà. Exactement. Sauf que là, l'idée, c'est d'amener les choses à un tout autre niveau de profondeur en posant des questions du type quand la dernière fois que, je sais pas, tu as appelé tes parents ou tu les as eus au téléphone ? Est-ce que tu as des conseils concrets pour moins dépenser pendant qu'on voyage ? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire pour quelqu'un ? Quel est l'élément dans ta vie pour lequel tu as le plus de gratitude, etc., etc. Et on se retrouve donc assis, j'allais dire autour d'une table, et là, nous, on était assis par terre. Chacun pioche une carte et il la pose à son voisin. Il pose la question sur la carte à son voisin. Et l'idée derrière, c'est pas de simplement répondre à la question et de passer à la suivante, c'est que naturellement, les gens rebondissent sur les réponses des uns des autres. Et finalement, on s'est retrouvés, je sais plus si ça a duré 1 heure ou 2 heures, mais on n'avait même pas fait un tour de table. C'est-à-dire qu'on était un peu moins de 10 et on avait répondu à peut-être, je sais pas, 6 ou 7 questions. Donc ça veut dire qu'on a passé au moins 10 minutes par question et ça permet encore une fois, d'explorer et de connaître la vie des uns des autres sous d'autres angles, plutôt que les angles traditionnels de qui es-tu, d'où viens-tu, comment t'appelles-tu. Mais effectivement, c'est une super façon de faire connaissance parce que, comme tu l'as dit en meet-up, t'as pas forcément l'occasion de poser des questions et puis même ça serait sociétalement c'est un peu bizarre de rentrer dans l'intimité un peu des gens, même si c'est pas forcément l'intimité extrême non plus, mais disons que tu poses des questions un peu plus sérieuses et on pourrait peut-être passer pour quelqu'un un peu bizarre
et du coup, on n'ose pas forcément le faire, quoi. Et c'est vraiment, effectivement, vu que tout le monde est dans le jeu, c'est un bon moyen de briser la glace là-dessus. Exactement. Et finalement, ouais, après quelques minutes seulement, tu te retrouves à avoir des conversations que tu aurais avec tes meilleurs amis, quoi. Ah, c'est génial, c'est génial. J'avais une expérience un peu comme ça. C'était au Blend Web Mix, c'est un salon à Lyon sur le web auquel je vais quasiment tous les ans, que j'aime beaucoup. Et tu avais un jeu en fait où tu avais donc en fait une espèce de. Ils avaient créé une sorte de jeu de cartes où en fait tu demandais une carte, donc il y avait des personnes déguisées en Charlie, tu sais, du jeu Où est Charlie. Et en fait, Ouais. ces personnes-là, du coup, c'était vraiment reconnaissable. Tu leur demandais une carte et tu avais des trucs sucrés ou épicés. Donc, sucré, je crois que c'était des questions très bateaux, genre qu'est-ce que tu fais dans la vie, où est-ce que tu aimerais voyager, des choses comme ça. Et épicé, c'est des trucs beaucoup plus bizarres, tu vois, genre, euh, je sais pas, quel est ton cri d'animal préféré, enfin, vraiment des trucs un peu bizarres, tu vois, qui est un peu vraiment surprenant. Et le principe, c'était d'aller poser cette question à n'importe quelle personne dans le salon. Et à chaque fois que tu posais cette question, tu gagnais 5 points. Et à la fin, en fait, la personne qui a le plus de points gagnait sa place pour l'année suivante. Et en fait, c'était génial parce que non seulement tu avais un gars là-dessus qui faisait en sorte que les gens avaient envie de participer, mais en plus, tu avais ce côté où bah, tu croisais quelqu'un, tu allais lui parler parce que tu avais une amorce, une brise-glace, en fait, pour le faire. Et du coup, Complètement. tu sortais de ce salon, t'as l'impression que t'avais plein d'amis, quoi, en fait. C'était génial. Et j'ai même eu ce réflexe bizarre où, quand je suis sorti après du salon, que je suis retourné chez moi, que j'étais dans le bus et tout, je suis même resté dans le bus, hein, moi aussi. Et j'avais envie d'aller parler un peu à tout le monde, tu vois, genre, mais je me suis dit, peut-être, tu te vas passer pour un gars bizarre, mais c'est génial, en fait, de pouvoir se dire, en fait, je peux aller parler à n'importe qui. En fait, t'as rien qui nous empêche d'aller parler à qui on veut, en fait, techniquement, d'un point de vue sur l'échelle de Mmh, mmh l'univers, mh. tu vois. Mais c'est tellement, comment dire, c'est presque devenu bizarre, en fait, d'aller accoster quelqu'un, de lui parler et juste de taper la discute comme ça, parce qu'on est Ouais, pressé c'est pour les plein de codes sociaux, raisons. les normes, qui régissent, notre société, ouais. Oui, puis on n'a pas forcément tout le temps envie non plus d'être dérangé. Moi, je sais qu'il y a souvent Aussi. des moments où j'ai envie d'être tranquille. Puis, tu vois, dans le salon, tout le monde est dans la même énergie. Dans la rue, vie de tous les jours, bah, tout le monde a ses soucis. Voilà, enfin, t'as pas vraiment de moments où tu choisis un peu tes moments off où tu vas aller discuter avec les uns et les autres. Mais c'est vrai que c'est un super moyen pour discuter, quoi. Donc, comment ça s'appelle alors ce projet? Est-ce que tu Je as ne des. sais pas. Ah, terrible. Je ne sais pas, mais je sais pas même pas si je pourrais appeler ça une entreprise ou une société, mais les personnes qui ont lancé ça, leur concept global s'appelle Boardless Retreat, la retraite sans frontières. Hmm. Euh, c'est tout nouveau, donc ils sont en train d'expérimenter ça à Lisbonne et ils font leur première retraite. Ils la proposent début juin. Moi, je pense pas y aller, mais j'irai peut-être à certains petits événements séparément, quoi. Et Voilà. les prix, c'est quoi à peu près? Tu as une idée? Aucune idée, Ok. aucune idée. Là, je sais que la première est gratuite, mais après, oui, j'imagine qu'ils ont un business model derrière, quoi. Ok. J'espère pour eux. Après, ça Ouais, bah, dépend ce qu'ils veulent faire, hein. sinon ça durera pas très longtemps. Mais du coup, bah, on vous essaiera de vous mettre un lien sur l'article sur le site systemator.tech, sur lequel on met tous les autres podcasts. D'ailleurs, si vous les avez pas écoutés, bah, c'est le moment de le faire après celui-là. Et également, vous avez également des articles qui complètent à chaque fois nos épisodes. Yes. Bon, je vais te poser la question à mon tour, Ouais. Sébastien. Quel est ton truc de la semaine? Eh bien, moi, ça s'appelle Antidote. Donc, ce n'est pas un médicament. Si, ça peut être une sorte de médicament, mais c'est un médicament digital. Antidote, le principe, en fait, c'est que c'est un logiciel que vous allez acheter, qui dispose du coup sur Mac et PC. Il me semble qu'il y a une application sur mobile et iPad, mais j'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Et le principe, en fait, c'est que c'est un super correcteur. C'est-à-dire qu'en gros, vous sélectionnez votre texte et le logiciel va vraiment analyser tout votre texte et vous faire tout plein de corrections. Et en plus de ça, elle vous montre ce que vous avez fait comme erreur. Et alors, ça peut paraître un peu bizarre de proposer un correcteur orthographique là-dessus, mais il est vraiment performant en fait. Il est super bien foutu. Tu peux modifier un petit peu tout à la volée assez rapidement. Et bah, vraiment, moi, ça m'a décomplexé sur orthographe, tu vois, dans le sens où souvent j'avais un peu peur d'envoyer des newsletters ou de faire des présentations ou autre parce que ça m'est toujours arrivé, par exemple, dans une présentation, tu vois, tu as une présentation, un atelier que tu organises
qui dure 1 heure, où tu as mis toute ton énergie dedans, tu as fait tes PowerPoint et tout, puis il y a 2-3 fautes qui sont dedans, forcément, et tu as quelqu'un qui s'énerve dans la foule, alors que tu es en train de lui apporter 1 heure de ton temps gracieusement, quoi, qui s'énerve et qui dit « Oh, c'est un scandale !» Mais j'ai vraiment eu ça une fois. Hein. C'est un scandale, il y a des fautes partout. Limite, elle disait qu'on prenait pour des cons, quoi. Je dis « Oh non, on va se calmer. » Et c'est terrible parce que quand quelqu'un te dit ça, ça te casse totalement ta dynamique, ça peut te casser un peu ta crédibilité. Et puis, en fait, beaucoup de gens sont venus me défendre après, mais dans les gens qui étaient là. Mais sur le coup, tu as presque l'impression que tout le monde pense ça et tu te sens mal, quoi. Et pareil pour les newsletters, c'est-à-dire que quand tu envoies des messages et qu'il y a des fautes ou que ça marche pas ou autre, t'es un peu embêté, quoi. Et donc Antidote, moi, ça porte bien son nom. Ça a vraiment résolu ce problème d'orthographe et de grammaire ou autre. Donc ça coûte une centaine d'euros, vous le payez une fois. Alors après, il faut payer les mises à jour, mais il n'y en a pas tout le temps. Et ça marche vraiment très bien. Donc je vous recommande. Pareil, on mettra le lien sur l'article sur l'épisode 5 de systemator.tech. Je sais pas si tu connais Wesley, si tu utilises ça ou pas. Bien sûr, je connais, on m'en a parlé. Personnellement, ça pourrait qu'être mieux avec Antidote, mais j'ai fait mes 9000 heures et quelques en orthographe. C'est ça, donc tu es un peu Antidote en fait. Je suis un peu l'incarnation d'Antidote. Je suis un peu un nazi de la grammaire, comme on dit, un grammar nazi. J'ai écrit un article en anglais et j'ai utilisé un outil qui est freemium, c'est-à-dire c'est gratuit, mais il y a une version payante. Dans la même idée, c'est Grammarly, et c'est la même chose, mais pour l'anglais. Ça va des simples fautes grammaticales aux conseils syntaxiques. Voilà. Et du coup, Grammarly. Suggestions syntaxiques. Oui, alors juste pour t'interrompre, question sur Grammarly, du coup. Est-ce que c'est vraiment pour les gens qui ne sont pas forcément natifs c'est-à-dire qu'est-ce que c'est adapté aux gens qui utilisent l'anglais parce qu'aujourd'hui, on est énormément à utiliser l'anglais, mais ne pas être forcément natif. Est-ce que c'est adapté à ces gens-là ou c'est vraiment adapté à tout le monde? Est-ce que, tu vois? Pour tout le monde, ouais. Surtout pour les gens, surtout si c'est plus compliqué pour toi d'écrire anglais, c'est encore mieux de l'utiliser, ouais, bien sûr. Ok. Parce qu'Antidote aussi a une version pour l'anglais. Je sais pas ce que ça donne. Mais en gros, c'est soit t'achètes la licence française, soit la version anglaise. Tu peux acheter les deux aussi. Voilà. Donc, Et comment ça se passe? T'as un plugin ou t'as juste l'application ou le logiciel? Alors, Est-ce que t'as aussi un plugin pour Chrome? Parce que Grammarly, ça se passe comme ça. Et quand t'écris des textes quasiment n'importe où sur le web, ça te corrige directement. Et ça, c'est génial. Ouais. C'est cette intégration omnisciente. Effectivement, tu fais bien d'en parler. C'est vraiment le seul reproche que j'ai à en faire. En fait, Antidote, c'est quoi? C'est un logiciel. C'est-à-dire que tu télécharges ton logiciel, tu l'installes et tu l'installes sur ton PC, sur ton Mac. Et en fait, c'est une petite fenêtre qui va apparaître lorsque tu seras sur un traitement de texte et ça s'intègre. En fait, le logiciel s'intègre sur les autres logiciels que tu utilises ou à partir du moment où il y a du texte. Le problème, c'est que ça prend très mal en charge la partie navigateur. C'est-à-dire que tu as un plugin, mais il n'est pas hyper bien foutu. Moi, j'ai un peu du mal avec lui et j'ai souvent des bugs. Je n'ai pas trop compris encore comment on l'utilisait. Alors, peut-être que c'est moi aussi qui l'utilise mal, mais pas trop satisfait. Par exemple, sur Google Docs, c'est pas terrible. Dynalist aussi, que j'utilise beaucoup pour mes cours, c'est pas terrible non plus. Donc, tu peux pas vraiment utiliser là-dessus. Donc, à chaque fois, je suis obligé de faire des copier-coller sur du Word à côté. Et bon, ça, c'est un peu le problème. Mais je pense qu'ils vont améliorer ça parce que c'est un vrai besoin, une vraie demande qu'on a là-dessus des utilisateurs d'Antidote sur ce type d'outil. Mais à part ça, bon, ça fonctionne très bien, quoi. Je veux dire, tu copies-colles ton texte sur un document à côté, tu fais ta correction, puis voilà, quoi. Puis après, tu le remets dessus. Et là-dessus, ouais, ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai que l'intégration encore en navigateur est pas terrible. Ok, mais globalement, tu recommanderais, quoi. Ah ouais, moi, ça m'a vraiment... si vraiment l'orthographe, c'est un sujet qui vous préoccupe, Antidote, ça soigne tous vos mots, quoi. Clairement, c'est le meilleur antibiotique. Tous les mots MAUX et MOTS. Exactement. Ok. Parfait. On arrive sur la fin de cet épisode. Je me lance pour l'appel à l'action. C'est ça, il y en a encore un, Seb. Oui, normalement, ce qu'on a noté, mais parce qu'il faut que les gens nous aident, nous soutiennent. Sauver un chaton. Et oui, si vous voulez sauver un chaton et sauver un bébé Systemator, c'est maintenant. Je vous invite à vous rendre sur votre plateforme favorite d'écoute de podcast et à nous mettre 5 étoiles, ou en tout cas le score
que nous méritons. C'est très important pour l'évolution et ça nous permet de recevoir un feedback positif et on a envie de partager toutes nos aventures et nos insights avec vous. Voilà. Exactement. C'est un peu comme un bon restaurant. Vous voyez, si vous voulez sauver le bon restaurant, il faut lui mettre des bonnes étoiles sur Google Maps parce que sinon, après, on va se dire il n'est pas très bon, il n'a pas vraiment d'avis. Est-ce qu'on tente pas parce que, voilà, exactement. Et on va aller voir le concurrent un peu cancer, quoi. Exact. Et bien sur ce, merci Wesley. Nous nous retrouvons lundi prochain pour Systemator. Et comme on dit, à plus dans le bus. Merci à vous, ciao, ciao.